Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire de voici. Comme d'habitude, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir la team DMG. Là, je reviens avec une deuxième histoire. C'est une petite histoire aussi que nous avons vécue chez nous dans les années, je crois, 2000-2001, je pense. Je me rappelle plus trop bien. Je devais faire la classe de CM1 ou CM2. Là, En fait, on traversait des moments difficiles à la maison. Je sais pas trop à quoi c'était dû, j'étais encore très petite. Et alors, ma maman avait résolu d'aller voir un marabout. Elle est allée chez un marabout. Et le monsieur avait dit qu'il devait venir travailler chez nous à la maison, faire des blindages et quoi. Elle l'a amené à la maison. Et le type nous a fait des blindages. À nous tous, sur tout le corps. Il nous avait lavé avec certains produits. Il nous a coupé avec des lames. Il mettait une poudre noire. Partout où il coupait là, il mettait une poudre noire et tout. Il a fait certains trucs dans la maison au nom de la protection ou de quoi que ce soit, je sais pas trop. Puisqu'on vivait beaucoup de persécutions. Mais là, je peux vous assurer que ça a été une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, même c'est en écoutant vos histoires sur DMG TV que je me rends compte de ce qui s'était passé à cette époque-là. En fait, juste après le départ du monsieur, il y a eu des phénomènes tellement étranges dans la maison. Je ne sais pas si c'était dû au travail qu'il avait fait ou c'était dû à quoi, je ne sais pas trop. Mais je pense pour ma part que c'était dû à ce qu'il avait fait, les blindages et autres, les bains spirituels et autres qu'il avait fait sur nous. Après nous avoir fait les bains, mettre les produits, faire après les produits après le blindage et tout, travailler tout ce qu'il avait à travailler dans la maison, le monsieur est parti. À partir de ce soir-là, il y a eu tellement de phénomènes étranges, tellement que on ne savait même plus où mettre la tête. Puisqu'il disait que la maison est hantée, c'est notre grand-mère paternelle, la maman, mon père, elle aussi était traditionnaliste, elle soignait les gens. Elle guérissait les gens, elle guérissait des maladies difficiles qui ne se soignent pas à l'hôpital, là, les trucs comme l'épilepsie, les cancers et autres, certaines maladies bizarres. Là. Et il disait que notre grand-mère a eu à faire des trucs à la maison, quoi, machin. Après ça, donc, comme je disais tantôt, après que le monsieur soit parti, dans cette même nuit-là, il y a eu tellement de phénomènes étranges à la maison, tellement. Mon petit frère, on était couchés, mon petit frère a hurlé. Il a crié, il a réveillé toute la maison. Quand on lui demande c'est quoi, il dit qu'on va avaler sa main, on va avaler sa main. Donc il s'était réveillé, le bras tendu, en criant, tout effrayé. Il y a un truc qui a la bouche rouge. Donc il n'a même pas pu décrire tellement l'animal était effrayant. Mais il disait que lorsque cet animal-là ouvrait sa bouche, il voyait comme du feu à l'intérieur. La bouche était rouge, il y avait comme du feu à l'intérieur. Et cette chose-là voulait l'avaler. Comme ça qu'il s'est donc réveillé en suçant, en criant, en hurlant. Il a réveillé tout le monde dans la maison. Après, et moi j'avais pour habitude de... En fait, dans mon sommeil, j'avais parfois l'impression que je m'envolais.
J'avais parfois l'impression, non, chaque fois que j'étais couchée, à une certaine heure de la nuit, je me voyais au milieu des étoiles, là-haut dans le ciel et tout. Et chaque fois, donc, à un moment, c'était tellement récurrent que, à un moment, j'avais même peur de dormir. Parce que c'était comme ça à chaque fois. Dès que je ferme les yeux, je vais me retrouver dans les airs, en train de voler, en train de faire ci, en train de faire ça. Tellement ça a chamboulé nos vies. À un tel point où En fait, c'est aujourd'hui, en écoutant toutes les histoires qui se racontent sur DMG TV, que je comprends beaucoup de ces phénomènes-là. En fait, c'était juste une petite histoire. Donc, par la suite, c'est vrai qu'on avait eu à rencontrer, à fréquenter les églises et tout. Et ces choses-là se sont arrêtées. Donc, c'était un peu ça la petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au Sénégal aux années 77. Il s'agissait d'un jeune au nom de Malik, c'est un nom d'emprunt, qui avait reçu son bac et afin de pouvoir savourer sa réussite, ses amis et lui ont organisé une sortie en boîte de nuit pour fêter leur réussite au bac de fin d'année. Entre-temps, ses amis, étant véhiculés, sont partis en premier. Et lui, ayant une moto, il s'en est servi pour pouvoir les rejoindre. Pendant son parcours, il avait emprunté une autre voie qui lui permettrait de vite un raccourci. Et durant son parcours, il a aperçu une jeune femme de teint clair qui faisait du stop. Il s'était arrêté juste au niveau de cette dernière. Ils ont sympathisé et il l'a invité en boîte avec lui afin de pouvoir rejoindre ses amis. Et une fois arrivé, il les a présentés aux amis, sa nouvelle copine. Ils se sont fait place dans un coin discret de la boîte. Ensuite, il est venu rejoindre son groupe d'amis pour pouvoir s'éclater. Et entre-temps, la jeune dame que je vais donner, prénommée Fanta, était dans son coin. Elle était timide, elle n'était pas bavarde. Elle est restée pendant toute la soirée isolée dans son coin. De temps à autre, Malik allait la voir, il cause, après il rejoint ses amis. Donc c'est ce qu'il faisait durant la soirée. Et à une certaine heure de la nuit, il s'est aperçu qu'elle avait froid. Elle tremblait. Et du coup, il a retiré sa veste en lui couvrant pour ne pas qu'elle continue à attraper le froid. Par la suite, il est allé rejoindre ses amis. Et une demi-heure plus tard, il retourne la voir. Elle lui dit, bon, il va falloir que je rentre. Il commence à se faire tard. C'est ainsi donc, il est allé voir ses amis en disant que bon, lui, il va rentrer. Il a pris sa nouvelle amie et ils sont partis avec la moto. Une fois arrivé chez cette dernière, il s'est arrêté devant leur cour. C'était une concession. Voilà. Il s'est arrêté, il a éteint le moteur de la moto et elle est descendue. Entre-temps,
il s'était proposé de la raccompagner jusqu'à sa porte. Elle lui a dit non, c'est pas nécessaire, je peux m'en sortir toute seule. Il n'y a aucun problème. Il en a profité de prendre un rendez-vous pour le lendemain pour qu'il puisse prendre du thé. Malik avait proposé à Fanta de prendre un rendez-vous pour qu'il passera la chercher demain pour prendre du thé. Elle a accepté et ils se sont dit au revoir, il est reparti. Le lendemain, comme prévu, il est revenu la chercher à l'heure indiquée. Il arrive chez la Fanta, il gare la moto, il rentre dans la cour. Il va toquer à la porte de cette dernière et soudain, c'est la mère de la Fanta qui sort de la maison en le réceptionnant. Et après la salutation d'usage, il a demandé à cette dame, c'est bien chez Fanta? Oui. Mais entre-temps, Malik, ne sachant pas que dans cette cour, il y avait une autre Fanta au teint noir, la deuxième, celle qui vit. Elle vivait dans la même maison. Et la dame, ne sachant pas de quelle Fanta il s'agissait, il a appelé la deuxième Fanta. Fanta, il y a un monsieur qui te demande, et cette dernière est sortie de sa chambre, celle de teint noir. Il dit non, c'est pas de celle dont je parle, mais c'est une autre. Elle était de teint clair. Sa mère étant confuse, il dit non, c'est la seule Fanta qui est là. Avec insistance, Malik disait non, c'est une Fanta de teint clair que j'ai déposée aux environs de 4 heures du matin. On s'est connus au niveau de la corniche et on a passé la soirée ensemble en boîte. Je suis venu, je l'ai raccompagnée chez elle. La mère étant confuse, elle ne comprenait rien de ce que racontait Malika. Entre-temps, elle dit, mais si vous insistez, moi, ma première fille, Fanta, celle dont vous décrivez, elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée il y a de cela plus de 5 ans. Donc, j'ai des photos ici au salon. Vous allez les voir et vous me décrirez celle dont vous parlez. Entre-temps, il y avait pas mal de photos familiales contre le mur là. Il les a tous observées et celle du milieu, il a aussitôt repéré la photo de la défunte Fanta dont il ignorait le décès. Il dit, c'est de celle dont je parle. C'est celle que j'ai rencontrée hier soir. Et du coup, la dame dit non, c'est ma fille, c'est ma première fille, mais elle n'est plus de ce monde, il y a de cela plus de 5 ans. Il n'en revenait pas, il était confus. Donc, sur l'effet de la discussion, entre-temps, il y avait un vieux sage qui est entré dans la maison, les ayant entendus parler. Il est rentré, il a conseillé à la maman de Fanta, il dit, puisque ce jeune homme insiste, dans ce cas de figure, il serait plus judicieux de l'accompagner au cimetière et le faire voir la tombe de Fanta, afin qu'il prenne conscience de l'état des faits. Entre-temps, ils se sont tous rendus au cimetière. À sa grande surprise, il aperçoit sa veste et la photo de celle dont il a
aperçu celle avec qui il était hier soir en soirée. Il n'en revenait pas. Il était très très surpris et soudainement, il est tombé par terre en tremblant. Entre-temps, le vieux sage l'a touché, frotté la tête en l'aspergeant d'eau bénite afin qu'il puisse retrouver l'usage de la parole et du corps. Et quand il est revenu à lui-même, il était un peu perdu. Et c'est là qu'il s'est mis à dire, mais donc j'ai fait la connaissance d'une revenante sans même que je ne le sache. Et ils l'ont mis devant les faits accomplis. Donc, de ma part, la morale de cette histoire est que dans ce monde, on ne sait jamais sur qui on tombe. Méfiez-vous de prendre des inconnus à une certaine heure de la nuit, que ce soit de la nuit ou en journée. Il faudrait toujours se méfier. Surtout des personnes qu'on ne connaît pas, autant se méfier. Donc c'est ce que je donnerai comme conseil à toute la communauté. Et je vous invite à liker, à partager et même à vous abonner. Cette émission, votre DMG TV, que Dieu bénisse, vous bénisse, bénisse votre émission, qu'il aille de succès en succès. J'espère pouvoir vous raconter une prochaine fois une autre histoire. Je me prénomme William. Je vous remercie, je remercie la communauté et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, bonjour les abonnés. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Je viens encore aujourd'hui vous raconter une petite histoire qui s'est passée quand j'avais l'âge de, dans mes 18 ans. Bon, l'histoire est tellement courte que c'est l'histoire de mon grand cousin. Un jour, je vivais avec mon grand cousin, avec ma mère, mais ma mère passait le temps au village. Elle venait en ville de temps en temps avec mes petites soeurs. Je vivais aussi avec mes petites soeurs. Alors un jour, j'ai bien préparé les légumes. Mon cousin a fait venir sa copine. Et tu as précisé que sa copine là étant déjà une femme mariée, donc une femme occupée. Il a fait venir sa copine. Sa copine est venue à la maison en soirée. On a fini de manger. Apparemment, le mari de sa copine n'était pas dans la ville. On a fini de manger. Ils sont allés dormir dans la chambre. Moi, je dormais au salon avec les enfants. Voilà comment, à 3 heures, mon cousin vient me réveiller. Il me dit, réveille-toi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il y a un phénomène que je ne comprends pas ici. Il dit quoi? Quand j'arrive dans la chambre, mon cousin était paniqué. Quand j'arrive dans la chambre, je vois la fille qui est en train de, comme si elle était en train de confuser, comme si elle était en train de, je ne sais pas où, vouloir rendre l'âme. Ou elle voulait rendre l'âme ou quoi, je ne sais pas trop. On a pris peur. Nous sommes allés appeler la voisine qui était à une maman. La voisine a demandé qu'est-ce qui s'est passé. La voisine est arrivée, elle a commencé à prier. Comme c'était une maman qui priait beaucoup, elle a commencé à prier. Moi, je crambais. J'avais peur que quelqu'un va mourir à la maison. On va dire quoi, maman, quand maman va rentrer. La voisine a commencé à prier. La fille s'est ressaisie. Elle est revenue en elle. Quand elle revient en elle, mon cousin me dit pardon. Accompagne-moi, on va l'accompagner chez elle. Vers 3 heures du matin. Elle dit non, mais elle peut passer la nuit. Mon cousin dit non. On va l'accompagner chez elle. Si c'est que c'est la mort, elle va aller mourir chez elle. Arrivée en route, elle nous raconte que non.
Ça l'arrive comme ça, chaque fois que son mari n'est pas dans la ville, qu'elle va, peut-être qu'elle va aller chez un autre homme, ça l'arrive. Donc, il paraît que soit son mari avait mis quelque chose en elle, qu'apparemment elle-même ne connaissait pas, qu'à chaque fois qu'elle a envie de tromper son mari, ou bien qu'elle trompe son mari, le truc commence à se manifester. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire mystique, mais pour moi, c'est une histoire mystique. Ça faisait aussi qu'elle me disait, elle disait que même quand elle part au marché, quand elle cause avec un homme, son gars vient lui dire que à la maison, tu as causé avec elle, tu as causé avec elle. Bon, voilà mon histoire. Je ne connais pas la morale de l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute l'équipe. Je vais inviter tout le monde à liker, à partager, à commenter. Et abonnez-vous massivement à la page. Moi, c'est Raïssa depuis Bertha. J'ai une petite histoire qui m'a été racontée en 2013 lorsque je suis arrivée dans la ville de Bertha. En fait, j'étais allée au marché et il y a une dame qui est passée avec des citrons dans la bassine. Bon, j'ai voulu acheter les citrons et comme j'étais à l'époque, j'étais à l'école de formation, donc j'étais avec les camarades là au marché. J'ai voulu prendre les citrons chez la dame et c'est une camarade qui a tiré ma main. Elle me dit de ne pas acheter. J'ai donc laissé la dame partir et quand la dame est partie, c'est où elle m'a raconté son histoire. Qu'en fait, c'était une coiffeuse. Elle coiffait dans la ville de Batouri. Et elle avait l'habitude d'aller chez les marabouts, faire des pratiques et tout pour avoir de la clientèle. Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Tout le temps, il fallait aller renouveler ses pratiques, il fallait aller renouveler. Elle faisait des bains, il y avait des trucs qu'on lui donnait, qu'elle venait verser devant son salon, d'autres choses qu'elle enterrait. En fait, elle suivait bien les consignes. Et un moment est arrivé où elle devait faire les sacrifices. Là, elle avait refusé de faire le sacrifice. En fait, on l'a rendue, je peux dire, elle n'est pas totalement folle, mais elle n'est pas folle qu'elle marche nue, non. Mais elle n'a plus toute sa tête, en fait. Donc, la corvée qui lui a été donnée, c'est de vendre les citrons. Et elle est dans la ville à tout moment, à toute saison, que ce soit la saison des citrons ou pas. Elle a toujours de bons citrons. Donc, ces citrons sont tellement attirants, tellement gros, les citrons verts. Les citrons verts là. Ces citrons sont tellement attirants que même pendant la saison sèche, quand tu vois les autres commerçants ont des citrons tout amaigris, tout jaunis et autres, elle a toujours des citrons frais. Quel que soit le moment de la journée, elle a toujours des citrons frais. Et on ne sait pas quand est-ce que ces citrons finissent. Puisque la majorité des gens déjà ont découvert son secret et les gens ne lui achètent plus les citrons. Mais tu vas la voir le matin, elle sort le matin, elle a la bassine pleine de citrons. Et si tu la tamponnes encore dans la soirée, elle aura la bassine avec quelques citrons. Et c'est comme ça chaque jour. Elle est dans le marché chaque jour. Chaque jour, elle est dans le marché avec sa bassine. Peu importe la saison, que ce soit sous le soleil, sous la pluie, elle a sa bassine de citron qu'elle vend. Donc, c'est sa corvée. Mais elle est... En fait, quand on la voit, elle n'a pas l'air normal. Elle est sale. En fait, elle est dépravée, si je peux dire ça comme ça. Mais toujours avec sa bassine de citron. Donc là, c'est sa corvée qu'on lui a donnée. Pour la moralité de l'histoire, à chacun de tirer la moralité de cette histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut DMG, salut à la grande famille, j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est Marie-Madeleine depuis la Côte d'Ivoire. Je fais un gros coucou à tout le monde. Donc je vous demande de partager, de liker, d'inviter vos amis à suivre la chaîne, à s'abonner. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vais vous partager l'histoire de mon beau-frère, le petit frère à mon mari. Alors, le petit frère à mon mari. Donc là, on a affaire à un monsieur qui n'avait pas une bonne attitude envers les femmes. Il ne se comportait pas bien avec les femmes. Les femmes avec grand F, c'est-à-dire les femmes de manière générale.
Même les femmes avec lesquelles il entretenait des relations, là même c'était la catastrophe. Et on avait eu à entendre souvent certaines choses que souvent certains de ses amis rapportaient à son frère. Donc parfois il appelait en tant que grand frère pour lui dire, mais qu'est-ce que j'ai entendu là? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais en cité? Parce que c'est un monsieur qui était en cité. Il ne voulait pas prendre ses responsabilités. Il voulait rester en cité universitaire. Parce que c'est un monsieur qui voulait vivre comme il l'entendait. Voilà, il voulait vivre comme il l'entendait. Il ne voulait pas travailler. Or, plusieurs fois, il a eu des propositions par rapport à des concours, des gens qui étaient prêts à l'aider à intégrer la fonction publique. Le monsieur a dit niet. Il préférait cette vie-là, à toujours courir après ses grands frères pour qu'on lui donne quelque chose, histoire de pouvoir arrondir ses fins de mois. C'est comme ça qu'il menait sa vie. Et donc, la scène à laquelle on va assister un jour, c'est sa fiancée. Là, on est en 2011, à la faveur de la crise post-électorale. Là, je vais l'appeler Axel. Axel est obligé de quitter la cité et venir vivre avec son frère aîné qui est mon mari. Donc, il vient avec nous. La cohabitation n'a pas été facile. Pas du tout. Mais bon, on a pris sur nous parce qu'il fallait faire avec. Et sa fiancée vient lui rendre visite. On n'a pas suivi le début de la dispute. On n'a pas suivi, on ne savait même pas qui se disputait parce que eux, ils étaient en bas. Voilà, ils étaient en bas. Nous, on était à un étage plus haut. Et on a entendu les cris de la sœur. Et quand on court, on arrive, mais DMG, je vous assure, la fille est couchée à même le sol et les coups de poing pleuvent sur elle. Il lui donne des coups de pied dans le ventre, des coups de poing. Donc pendant que les hommes de la maison l'ont retenue, moi je tire la sœur. Et là, elle me parle, elle me dit vraiment, c'est pas sa première fois, c'est pas sa deuxième fois non plus. Elle a l'habitude de me taper de cette façon-là. Mais là, c'en est de trop. Je peux plus continuer à subir ça. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la relation prend fin. Donc, c'est comme ça que leur histoire prend fin. C'est comme ça que leur histoire prend fin. Et quand elle partait, même, elle m'a dit, avec un homme qui est aussi violent, je ne souhaite même pas qu'il ait contact avec ma fille. J'ai dit, bon, ça, à froid, vous allez essayer de trouver la solution. Donc, ça, c'était pour vous donner à peu près une image du monsieur en question. Donc, les tirs s'arrêtent. Là, nous sommes en 2012. En 2012, sur conseil de son grand frère, mon mari, il décide de rentrer au village puisque eux, ils étaient recherchés ici en Côte d'Ivoire. Ils étaient recherchés, bon, quand je dis en Côte d'Ivoire, ça dit à la capitale, parce qu'ils s'étaient affichés avec des armes. Avec des armes et leur groupe était recherché. Ceux qui avaient été pris ont fait la prison. Il y en a qui ont pu s'exiler. Le reste, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils sont tombés en brousse. Donc lui, il se cachait. Donc quand mon mari lui dit, tu vas rentrer au village, il acquiesce tout de suite. Donc il va au village. Quand il arrive au village, bon, au village au moins on s'est dit quoi, tout va bien se passer, puisque là c'est pas la capitale. Essaie de faire profil bas, fais-toi oublier un peu. Et puis bon, au village tu vas pas t'ennuyer, puisque le beau-père il est propriétaire terrien. Donc tu vas pas t'ennuyer. Tu vas travailler la terre le temps que les choses soient disposées de sorte à ce que tu puisses revenir à la capitale, c'est-à-dire Abidjan. Donc, quand il est au village, à peine 1 an, on nous apprend que le monsieur, il s'est mis de nouveau en relation avec une jeune dame qui est chef d'entreprise. Voilà, elle a une petite entreprise qu'elle gère. Une dame qui n'a malheureusement pas eu la chance de tomber sur des hommes bien. Elle est maman de 5 enfants, donc elle entame une relation avec Axel. La dame en question, je vais l'appeler Cynthia. Donc Cynthia et Axel ont une relation. C'est le beau-père qui nous parle de Cynthia et nous dit, bon, c'est une dame assez posée et tout. Et que lui, sa prière, c'est que elle soit le médicament
de Axel. Quel soit le médicament de Axel. Ok. 2 ans passent, 3 ans passent. Et un jour, le beau-père qui nous appelle et nous dit que il y a Cynthia qui est passée le voir au village parce que en temps, Axel a eu un travail de professeur dans un collège de là où il était. Voilà, de là où il était. Il donnait des cours d'informatique parce qu'il était très bon en informatique. Il donnait des cours d'informatique. Donc, il a quitté le village pour la ville. Voilà. Il quitte Lakota village pour venir à Lakota ville, si je peux dire comme ça, pour que vous arriviez à bien comprendre. Et que la sœur en question est malade, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et elle dit qu'elle demande les moyens à Axel. Axel ne veut pas lui donner les moyens d'aller à l'hôpital. Mais néanmoins, elle est allée à l'hôpital. Elle a rencontré un médecin. Mais ce que le médecin demande là, ça va demander beaucoup de moyens. Et elle a fait part de ça à Axel. Mais Axel ne réagit pas. Donc, le beau-père qui dit qu'il a appelé Axel, il a essayé de parler avec son fils. Il dit non, qu'il va gérer. Donc, lui, il appelle quand même le grand frère d'Axel. Ça dit, mon mari, parle à ton petit frère parce que la jeune dame avec laquelle il sort est malade depuis, il ne réagit pas. Et quand on demande, mais au juste de quoi il s'agit? Non, en fait, elle est anémiée. Elle dit qu'elle est anémiée. Elle a des fortes douleurs au niveau du ventre et du bas-ventre et tout. Donc, tout de suite, mon mari dit, mais les femmes, généralement, est-ce que c'est pas un fibrome ou c'est pas un kyste? Bon. Le beau-père, lui, ne pouvait pas savoir parce qu'il est analphabète avec la belle-mère aussi. Il dit, bon, ok, ce qu'on va faire, la prochaine fois que Cynthia va venir, demande-lui d'aller à l'hôpital et de me mettre en contact avec le médecin. Puisque monsieur même est du corps médical, il est médecin. Et donc, c'est ce qui se passe pratiquement 2 semaines après. Cynthia revient. Donc, quand elle revient, le beau-père qui lui dit, mais tu vas aller à l'hôpital. Elle dit, non, c'était pas pour aller à l'hôpital, mais elle vient leur dire que depuis, Axel ne réagit pas. Elle a besoin d'argent, elle doit aller à l'hôpital. Il dit, oui, mais on va s'occuper de toi, mais ce que son grand frère souhaite, c'est que tu ailles à l'hôpital et que tu le mettes en contact avec le médecin. De sorte que il puisse comprendre exactement ce qui se passe et que puisque Axel ne réagit pas, pour que lui, il t'aide comme il se doit. Donc, c'est ce qu'elle fait. Et il m'appelle au téléphone, il me dit, mais ma chérie, franchement, ça ne va pas. Axel, le petit frère, je ne sais pas ce qui n'a pas marché avec lui. La femme était enceinte. Et c'est lui qui a donné un produit à la dame pour faire passer la grossesse. Et maintenant qu'il y a des complications, la dame est malade, ça ne va pas et depuis ça traîne. Ça fait près d'1 mois, ça traîne et que c'est dangereux. C'est très dangereux, c'est ce que le médecin m'a dit. Il faut qu'elle soit prise en charge en urgence parce que ça ne va plus. Et le médecin qui dit à mon mari que ils ont souhaité la garder. Elle a insisté pour rentrer chez elle, histoire d'aller informer son fiancé et puis prendre avec elle un peu d'argent et venir. Monsieur dit, mais je n'ai pas compris pourquoi elle a quitté l'hôpital alors que j'ai dit que j'avais besoin de ces informations-là. Pourquoi on sache exactement comment est-ce qu'il fallait l'aider. Puisque depuis, je ne comprenais pas en fait de quoi elle souffrait. Mais là que maintenant on sait comment agir, elle décide de rentrer chez elle. J'espère qu'elle va retourner à l'hôpital. Le lendemain même, elle va trouver la belle famille au village et elle leur dit, en fait, quand je suis rentrée, c'était pour aller parler avec Axel. Je lui ai dit que j'ai besoin de moyens et j'ai besoin de son assistance parce que c'est lui qui est à la base de ce problème-là. Elle a déjà 5 enfants. Elle se base seule avec ses enfants. Les pères des enfants ne s'en occupent pas.
Et que si jamais le malheur arrive et qu'elle décède, Axel va la suivre dans la tombe. C'est ce message-là qu'elle laisse aux beaux-parents et elle prend la direction de l'hôpital. Donc tout de suite après, mon beau-père appelle mon mari et puis lui dit. Ils appellent les médecins et tout. Les gens commencent les soins. Mais avant qu'on arrive, avant midi, elle a rendu l'âme. Elle rend l'âme, le médecin appelle mon mari, dit franchement, c'était déjà trop tard. Et que la veille, même quand il avait vu, c'était plus de ça parce que elle dégageait une odeur et qu'il avait insisté pour lui dire qu'il fallait qu'ils agissent rapidement. Voilà, puisque les premières fois, quand elle était venue, il lui avait dit qu'ils allaient faire une aspiration, ils allaient aspirer tous les caillots de sang et tout, et la mettre sous antibiotiques. Mais là, quand il a revu la dame, il lui a dit, là où on est arrivé, là, il y a de fortes chances que ta guérison passe maintenant par la case du bloc opératoire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que la situation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est la désolation. On est triste. Bon, nous, on ne la connaissait pas, mais déjà, on est triste parce que mourir de cette façon, on ne le souhaite pas. Et voici que les beaux-parents vont entrer en contact avec les parents de Cynthia. Parce que Cynthia, elle a un côté Akan. Elle a un côté Akan. Elle est Akan du côté de sa mère. Et son père vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, comme du côté de chez les Akans, c'est le matriarcat, les parents ont donc décidé que ce soit ses parents maternels qui décident de tout ce qu'il fallait faire. Donc, la semaine qui suit, là, on a déjà le programme et tout. Ils disent que vu les circonstances du décès, il ne faut pas faire traîner les choses. Et voilà que les funérailles, l'enterrement, tout, ça doit se passer à Grand Bassam. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ça doit se passer à Grand Bassam. Donc, les beaux-parents vont accompagner Axel pour venir aux funérailles. Et quand mon mari appelle mon beau-père, il dit, mais qu'est-ce que les parents de Cynthia vous ont dit? Qu'est-ce qu'il faut apporter et tout? Il dit, non, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, ils ont souhaité seulement qu'on vienne pour prendre part aux funérailles et tout, histoire de lui dire au revoir. Je dis à mon mari, j'ai dit, cette histoire-là ne me plaît pas. Parce que moi aussi, ma mère est à Caen. J'ai dit, cette histoire-là ne me plaît pas. Parce que perdre son enfant dans ces conditions-là, et puis accueillir, demander aux parents de l'auteur du problème, si on peut dire ça comme ça, demander aux parents de l'auteur du problème, ne vous embêtez pas, venez, vous allez pouvoir lui dire au revoir tranquillement, c'est tout ce que nous on souhaite. Vu que les deux vivaient pratiquement en concubinage. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas fait le coco, il n'a pas fait la dot, rien du tout, mais les deux vivaient pratiquement ensemble. Donc, il faut au moins qu'ils soient là, c'est tout ce qu'on vous demande. J'ai dit, l'affaire là ne me plaît pas. L'affaire là, mon mari même dit, ah franchement, cette affaire là est bizarre. Donc je lui dis à papa et à maman qui arrivent pour Bassam de faire attention, d'ouvrir grand les yeux et les oreilles. Donc, malheureusement, les dates qui sont prévues pour la veillée, l'enterrement, tout, ça coïncide avec des départs en mission. Pour lui comme pour moi, donc aucun d'entre nous deux n'a pu prendre part aux funérailles de la fille, de la sœur en question, de Cynthia. Donc ils vont aux funérailles. Et le beau-père qui appelle mon mari, parce que mon mari m'appelle après, il me dit que les funérailles c'est fini. Là, ils étaient avec Axel, ils m'ont appelé que tout s'est bien passé, ils ont été bien reçus. Parce que déjà depuis la veille des funérailles, ils étaient là. Ils ont été logés et tout. Les gens ont bien pris soin d'eux, l'enterrement, il n'y a pas eu de bruit. Donc, ils sont en train de rentrer. Que le hic, c'est que Axel n'a pas voulu les suivre. Parce que Axel, à Grand Bassam,
il avait informé ses amis, donc il a ses amis qui étaient auprès de lui. Donc, au lieu de rentrer avec les parents à Lakota, il ne rentre pas avec les parents à Lakota, à l'intérieur du pays. Il ne rentre pas avec eux. Il décide de rester avec ses amis à Abidjan. Il décide de rester avec ses amis à Abidjan, de faire la fête et qu'après, il va rentrer, il va déstresser un peu. Donc, mon mari qui me dit non, mais le vieux dit qu'il a beau insister, mais Axel n'a pas voulu le suivre. Alors qu'on sait tous que dans nos traditions africaines, pratiquement toutes les traditions, quand des choses pareilles se passent, il y a toujours des petits rituels, histoire de, on va laver, histoire des bains de purification. Il n'a pas voulu les suivre. Il dit, oh, c'est des histoires, c'est des conneries. C'est ce que le vieux dit que Axel a dit. Donc, quand mon mari me donne toutes ces informations au téléphone, j'ai dit, ok, on reste en union de prière, en espérant que vraiment, il n'y a pas de dessous à cette affaire. Donc, le vieux et la vieille, c'est-à-dire les beaux-parents, quand ils rentrent, ils vont au village. Axel se signale 3 jours après, c'est-à-dire il a fait 3 jours après Bassam, Grand Bassam. Il est resté à Abidjan 3 jours avec ses amis à faire la fête. Et c'est après ça qu'il rentre à Lakota-Ville. C'est après ça qu'il rentre à Lakota-Ville. Donc quand il rentre, il va aller trouver ses parents au village. Pour lui dire, ah, je suis rentré, tout et tout. C'est pour vous dire que je suis rentré, arrêtez de vous inquiéter. Parce que de Lakota-Ville à Lakota-Village, je crois le transport c'est 500 francs. Avec les mini-cars de transport là. Et les beaux-parents même sont étonnés que, mais comment on peut être inconscient jusqu'à ce niveau? Il fallait au moins qu'on te lave. Il dit non, laissez ça. Donc il quitte maintenant le village, là il est avec un autre ami. Il va rentrer chez lui à la maison à Lakota-Ville, puisque le lendemain il avait un cours. Et à partir de ce moment-là, c'est l'ami en question qui était avec lui qui va nous raconter maintenant cette histoire-là. Mais là, c'est aux funérailles de Axel. Et il nous dit que dès qu'ils sont arrivés, quand Axel a ouvert la porte, il a refermé la porte avec fracas. Donc il demande à Axel, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais elle est là, elle est là. Il dit, mais elle est là comment? Qui est là? Il dit, non, Cynthia est là. Il dit, mais arrête tes mensonges là. Il dit, Cynthia est là, je te dis que Cynthia est là. Donc, l'ami dit qu'il ouvre la porte, il regarde, il dit, mais où est Cynthia? Il n'y a pas Cynthia ici. On était tous aux funérailles de Cynthia. On a vu quand Cynthia a été mise dans la tombe. Tu racontes des bêtises. Donc, lui, il rassure Axel. Les deux entrent dans la chambre. Et quand ils entrent dans la chambre, Axel dit, bon, comme je suis fatigué, je vais me reposer. L'ami aussi dit, bon, je vais me reposer. Je vais me reposer et puis, bon, en soirée, tranquillement, je vais rentrer chez moi. Il dit que quand ils vont dans la chambre, ils sont couchés. Axel a mis, il y a un ventilateur qui est fixé au mur là. Le ventilateur s'est décroché du mur. N'eût été la vigilance de Axel, il se prenait le ventilateur en pleine poitrine. Il dit, mais ça c'est quoi ça? C'est bizarre. Et Axel lui dit, c'est Cynthia, je l'ai vu. Que quand le ventilateur tombait, je l'ai vu au mur. Il dit, mais attends, mais là, ça tourne maintenant à la paranoïa. Axel dit, je ne peux plus dormir ici, je ne peux plus dormir. Et il commence à crier maintenant dans la maison. Je la vois, elle est là, elle est là, elle est ici. Tantôt il dit, elle est ici, tantôt il dit, elle est là-bas. L'ami dit, mais là. Et Axel qui prend ses affaires, il va toquer à la porte d'un voisin. Et c'est chez le voisin qui va se reposer. Et l'ami dit que lui, il est resté dans la maison de Axel. Dans l'appartement de Axel. Il dit, il s'est reposé tranquillement jusqu'à le temps venu. Quand il décide de partir, Axel dort toujours. Bon, finalement, il attend Axel jusqu'au matin. Axel lui dit, mais lui pose la question de savoir, mais tu l'as pas vu? Il dit, non, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout, il n'y a rien.
Il dit, bon, ok, s'il n'y a rien, ça veut dire que je peux rentrer, je vais faire ma toilette tranquillement, je vais aller à l'école. À peine Axel rentre dans la maison, les cris reprennent. Je te dis qu'elle est là, la voici, elle est assise dans le fauteuil, elle est couchée sur le lit, la voici, la voici. Il dit, mais oh, là finalement, je pense qu'on a fait un problème spirituel. Et l'ami dit qu'il a conseillé à Axel, va trouver tes parents, ils sont même pas loin, c'est juste là à côté, là au village. Va les trouver, tu leur donnes l'information, eux, ils sauront quoi faire. Mais comme c'est un monsieur, comme je vous ai dit là, il n'avait peur de rien. Il n'avait peur de rien, il ne respectait rien, il ne respectait personne. Surtout les femmes là, c'est pas la peine. Excusez-moi, les femmes là, c'était pas la peine. Et il dit, mais elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Elle peut me faire quoi? Elle peut rien me faire. Elle peut rien te faire et puis tu fuis la maison. Il dit, ça va passer, que ça nous on gère. Qui va aller trouver son féticheur? Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, le gars qui fait ses basses. Parce que lui, il disait toujours, il dit Jésus c'est lent. Donc quand il nous voyait prier, des fois il riait. Il dit Jésus c'est lent. Le fétiche là c'est rapide. Il va aller trouver le gars qui fait lui ses basses, lui ses fétiches. Donc il va expliquer ça au gars. Ils vont lui faire un talisman. Et puis Cynthia va plus venir dans sa maison. L'ami dit c'est comme ça, ils se séparent. L'ami dit que c'est comme ça qu'ils se séparent. Je vous assure, DMG, famille, exactement un mois après, jour pour jour, après le décès de Cynthia, un mois après, Richard est avec ses amis parce que là maintenant, il refusait de rester seul. Il est avec ses amis. Et puis, ils disent que juste en début de soirée, il a commencé à avoir froid, il a commencé à vomir subitement. Et ses amis disent qu'ils sont allés à la pharmacie. Ils disent, bon, eux-mêmes, ils ont fait les diagnostics. Oh, nous, on est sûr que c'est un palu. Ils sont allés lui prendre quelque chose dans une pharmacie de garde. Qu'il a pris, que quand il a pris le traitement de palu, il a commencé premier jour que non. Vu que déjà tu es en train de... Vu que déjà tu as froid et tout ça, tu as commencé à vomir. Donc déjà au deuxième jour de traitement, tu vas te retrouver. Le lendemain, la situation d'Axel, c'était plus possible. Il fallait absolument le conduire à l'hôpital. Donc ils prennent leur ami. Mais en partant à l'hôpital, puisque pour aller à l'hôpital, il faut passer, ils passent devant le village. Donc, ils vont marquer une halte au village, informer les parents que on va avec Axel à l'hôpital parce que depuis hier nuit, voilà ce qui se passe. Nous, on ne veut pas prendre de risque. Et comme ça, la belle-mère décide de les accompagner. C'est quand même son fils. Elle va avec eux. Et arrivé, que le médecin a posé plein de questions. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Parce que le palu, c'est pas comme ça. Subitement, c'est pas comme ça. Donc, les amis expliquent qu'on a tous mangé la même chose. On a pris la même boisson. Le médecin dit, ok, donc ils lui font quelques prélèvements. On va voir si effectivement le palu est confirmé ou s'il n'y a pas autre chose. Puisque la fièvre typhoïde a pratiquement les mêmes symptômes que le palu. Il faut qu'on fasse des examens pour savoir. Le lendemain matin, bon, quand je dis le lendemain matin, ça dit en journée, pas le lendemain matin, en journée. Là, on est vers 10 heures. On est vers 10 heures et le médecin qui a reçu Axel, quand il lit, il voit son patronyme, il dit, mais je connais bien son grand frère. On a fait la fac de médecine ensemble. Donc lui, il prend sur lui d'appeler mon mari, il dit, mais j'ai ton petit frère qui est ici, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas le tableau. Donc, il explique. Encore, mon mari me fait le retour. Il me dit, ah, restons en union de prière parce que médicalement, il n'y a pas d'explication. Mais le confrère dit qu'il est en train d'attendre les résultats. Les résultats tombent, il n'y a rien. Ce n'est pas le palu, ce n'est pas la fièvre typhoïde.
On soupçonnait un empoisonnement. Ce n'est pas un cas d'empoisonnement. Qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Tout le monde est inquiet. On ne fait que s'appeler, on s'appelle. J'appelle mon mari qui appelle au village, les beaux-parents les appellent de partout. On est inquiet, on ne comprend pas. Finalement, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas ces nombreux fétiches-là avec lesquels il est en contact? Est-ce que ce n'est pas un de ces fétiches? Et puis bon, on s'est dit, bon, on ne va pas laisser nos pensées aller jusque-là. Entre midi et 2, Axel rend l'âme. Axel décède. Je vous dis, jour pour jour, 1 mois après le décès de Cynthia. 1 mois jour pour jour après. Maintenant, c'est tellement bizarre, on ne comprend pas du tout. Et la belle-mère qui va raconter les derniers moments de Axel, parce qu'elle dit, il a déféqué sur lui. Il a vomi. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Au point où il était complètement faible. Elle était chaque fois obligée, avec le peu de force qu'elle avait, d'essayer de le remettre sur le lit. Parce qu'il y avait des vomissures, il y avait des selles partout. Elle appelait le médecin, les infirmières, mais tout le monde le regardait, tout le monde était impuissant. Elle dit, c'est comme ça qu'elle a vu son fils rendre l'âme. Elle était en pleurs parce que c'est pas facile pour une maman. Ok, Axel est décédé. Prions Dieu pour le repos de son âme. Donc, quand l'information du décès de Axel est donnée à ses amis et connaissances, c'est comme ça que une des petites sœurs de Cynthia, qui vivait elle-même à Lakota-Ville, elle va dire, je savais qu'il allait mourir. Vu ce que les gens ont fait au corps de Cynthia, il ne pouvait que mourir. Donc quand on pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle nous dit qu'elle-même, elle a eu l'information un peu plus tard. Mais les parents l'avaient mis en garde de ne pas divulguer l'information au risque elle-même là, elle le paye de sa vie. Elle dit que quand ils ont apprêté le corps, normalement, bon, je dis normalement, l'homme avec lequel la femme a été en ménage, c'est lui qui doit l'habiller. C'est lui qui doit l'habiller, c'est-à-dire, quand les gens apprêtent le corps, ils viennent de façon symbolique demander à ce que l'homme leur remette de l'argent pour acheter des sous-vêtements qu'ils vont mettre à la dame. Ils vont lui acheter des sous-vêtements qu'ils vont lui mettre. Une culotte. Je ne sais pas si vous voyez. Comme on est sur les réseaux, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais ils n'ont pas formulé cette demande-là. Cette demande-là n'a pas été formulée. Ils n'ont pas habillé Cynthia. Entre guillemets, ils n'ont pas habillé Cynthia. Ils l'ont laissé comme ça. Ils ont laissé ses parties intimes comme ça. Ils lui ont simplement mis une tenue. Ils lui ont pas mis de dessous. Alors que quand ça se fait comme ça veut dire que ce qui est au programme, c'est que l'homme avec lequel la femme a été en ménage avant son décès, en fait, on demande à la défunte de régler ses comptes avec ce monsieur-là. C'est ce qui est demandé. Quand c'est fait comme ça, c'est ce que ça veut dire. Et donc, elle dit que quand elle a eu l'information de comment Cynthia a été enterrée, elle a tout de suite compris que Axel était en train de vivre ses derniers moments sur Terre. Mais elle ne pouvait pas lui donner l'information. Elle ne pouvait pas lui donner l'information parce qu'après l'enterrement même, elle n'a plus eu contact avec Axel. Et donc, elle est sûre que c'est Cynthia qui effectivement est venue se venger, puisqu'elle avait dit aux beaux-parents que si jamais je décède, je viendrai chercher Axel, on va aller ensemble. Et là, elle va dire que quand Cynthia était malade, chaque fois,
elle faisait le point à ses parents, de sorte que ses parents étaient parfaitement au courant de tout ce qui se passait. Et donc, leur fille décède, eux, ils décident de se venger. C'est triste, mais c'est comme ça que Axel nous a quittés. C'est dans ces situations bizarres là aussi que Cynthia nous a quittés. La question que je me suis posée, que je continue de me poser, mais tu as une petite entreprise qui te rapporte quelque chose, puisqu'elle te permet de prendre soin de tes 5 enfants, mais qu'est-ce qui empêchait la dame de faire en sorte d'être prise en charge médicalement et puis mettre fin à sa relation avec Axel? Je n'ai pas compris. Parce que le beau-père disait qu'elle ne peut pas partager son intimité avec quelqu'un qui la met dans une condition et puis par après fuit ses responsabilités. Elle ne peut pas tolérer. Bon, c'est incompréhensible, mais malheureusement, la fin, c'est celle que je vous ai dite là. La pauvre est décédée. 1 mois après, Axel aussi est décédé. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait quand même un peu plus de 5 ans que cette histoire-là s'est passée. Ça fait un peu plus de 5 ans. Et autre fait bizarre encore, c'est que au village, il y a le cimetière chrétien. Le cimetière chrétien, c'est-à-dire chrétien évangélique, chrétien catholique, il y a le cimetière chrétien. Et puis, il y a le cimetière des païens, si je peux dire ça comme ça. Permettez-moi encore l'expression. Il y a le cimetière des païens. Le cimetière des païens, ça se trouve de l'autre côté de la route. Parce qu'il y a la route qui sépare la forêt du village. Donc, le cimetière des païens se trouve dans la forêt. Axel a été baptisé quand il était petit. Mais comme je vous avais dit en début, c'était un adepte des fétiches. Donc, son carnet de baptême est retrouvé. Ils font les démarches pour aller trouver le curé et tout, pour qu'au moins ils puissent faire des prières et permettre à ce que le corps soit enterré dans le cimetière des chrétiens du village. Le curé a tapé du poing sur la table, comme s'il connaissait personnellement Axel. Il dit que non, ce monsieur-là ne sera pas enterré dans le cimetière des chrétiens. Alors qu'il y a déjà eu des cas similaires où les gens sont allés trouver les curés, les curés des paroisses, où ils sont allés trouver des pasteurs, où les gens ont eu à faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire prier, venir même bénir le corps avant l'enterrement et tout. Mais pour lui, les gens ont tout fait. Ça n'a pas marché. Finalement, tout le monde a compris que tel il a vécu, tel il est parti. C'était un adepte des fétiches. Il n'y a pas de raison que son corps soit enterré dans le cimetière des chrétiens. Aujourd'hui, Axel repose dans le cimetière des païens, seul, alors que pratiquement tous les membres de ma belle famille qui sont décédés sont dans le cimetière chrétien. Mais lui seul, son corps se trouve en forêt avec les païens. C'était ça l'histoire. Et puis, c'est pour dire aux hommes, faites attention, faites très 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 attention. Les femmes, souvent les vieux, les vieux du village, je les entends souvent dire, parce que j'ai entendu un grand-père qui disait une fois à un de ses petits-fils, si tu sais qui est la femme, tu feras attention. C'est l'être de qui il faut se méfier sur terre. Si jamais une femme décide que les portes spirituelles se ferment sur toi, ou si elle décide ta mort, Dieu même va accepter. Donc les hommes, faites attention, prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos femmes, soyez justes, soyez bons. Et puis, on est ensemble. Merci beaucoup. J'espère que cette histoire-là va servir à beaucoup et que tous ceux, les hommes qui sont en relation avec les femmes, feront l'effort de se comporter bien, de sorte à ne pas subir
la colère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme je disais, on est ensemble. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG TV. L'histoire, je me présente, je me prénomme William. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au Sénégal dans les années 77. À l'approche des grandes vacances, il y avait un groupe de jeunes qu'ils avaient réussi à leur examen de fin d'année. Cependant, ils étaient très contents de leur réussite en classe supérieure. Il y avait parmi le groupe, je vais donner un nom de circonstance. Le nom, je le prénomme Malik. Malik, voilà. Malik, ayant reçu à son examen, ils ont organisé une fête de fin d'année en boîte de nuit. Et ce jour-là, ses amis étant véhiculés, ont pris leur voiture, ils sont partis, se sont rendus à une boîte de nuit. Entre-temps, Malik ayant une moto, il s'en est servi de sa moto pour rejoindre son groupe d'amis en boîte. Pendant le trajet, il avait emprunté une route qui menait vers la corniche. En cours de route, il a aperçu une jeune femme de teint clair qui faisait du stop. Il s'est arrêté. Et soudain, il a sympathisé avec elle et puis il l'a prise sur sa moto pour rejoindre ses amis en boîte de nuit. Une fois arrivés, ils se sont mis à l'écart du groupe, lui et la nouvelle dame la jeune dame qu'il avait prise sur la moto. Ils se sont mis dans un coin de la boîte de nuit très discrètement, s'éloignant du groupe. Et de temps en temps, ils rejoignaient le groupe pour danser, pour s'éclater, pour se réjouir de leur réussite. Entre-temps, la jeune dame qu'il avait récupérée à la corniche, elle était très timide. Elle n'était pas bavarde. Elle était toujours dans son coin. Et à une certaine heure de la nuit, soudainement, elle ressentait le froid, un froid glacial qui avait envahi le corps. Malik avait retiré sa veste afin qu'elle puisse se couvrir. Cette dame, je la prénomme Fanta. Je remets sa veste à Fanta pour la protéger du froid. Et du coup, il est allé rejoindre ses amis une demi-heure plus tard, aux environs de 3h30 parlant. Elle avait demandé à ce qu'elle rentre. Entre-temps, Malik est allé voir ses amis en leur disant « Bon, je vais rentrer parce que je raccompagne ma copine chez elle. » Ils se sont dit au revoir.
il l'a remorqué sur sa moto en direction de cette jeune dame, de chez cette jeune dame. Une fois arrivé chez elle, il s'est arrêté, il a éteint le moteur de la moto. Elle est descendue de la moto, il avait proposé de l'accompagner jusqu'à la cour. Et cette dernière lui a dit non, c'est pas la peine, je peux aller toute seule. En lui indiquant la maison. C'était une maison de couleur blanche. Il lui a proposé qu'il passerait la chercher le lendemain à 14h pour aller prendre un thé. Elle a accepté. Elle dit, je t'attendrai demain à 14h. Ils se sont séparés, il a continué, elle est rentrée chez elle et lui, il a continué tout en laissant sa veste avec elle. Le lendemain, comme convenu, il est arrivé à l'heure prévue, aux environs de 14h, au même endroit. Il descendit de sa moto et entra dans la cour. Il aperçut une femme d'un certain âge. Le Malik en question. Et il demandait à la femme qu'il était venu chercher une certaine Fanta. Entre-temps, dans la cour, il y avait 2 Fanta. Et la Fanta vivante, la dame est allée chercher la Fanta vivante. La deuxième. Et une fois sur place, Malik dit mais non, c'est pas cette Fanta que j'ai rencontrée hier. Elle était de teint clair. La Fanta, celle dont je parle, était de teint clair. Entre-temps, la dame, elle ne comprenait pas le jeune homme. Elle lui a dit, mais on n'a aucune Fanta de teint clair ici. C'est la seule là, celle que vous voyez de teint noir. Il dit, parce que hier, celle que moi j'ai rencontrée m'a dit qu'elle s'appelait Fanta et qu'elle logeait ici. Je l'ai même vu ouvrir la porte et rentrer dans la maison. Hier, je l'ai déposée à la devanture de la porte de la cour. Et ça s'émet une confusion. La dame, ne comprenant toujours pas, il dit, mais écoutez, puisque vous insistez, vous avez cru avoir rencontré une certaine Fanta, jeune femme, répondant au nom de Fanta. Nous avons des photos ici. La Fanta qui était là, celle que vous décrivez, cette Fanta n'est plus de ce monde, il y a de cela plus de 5 ans. Il n'en revenait pas. Ils ont fait voir les photos. Entre-temps, il a aperçu le portrait de la jeune femme Fanta qu'il avait rencontrée hier. Il dit, mais voilà, c'est d'elle dont je parlais. La dame dit, mais non, monsieur, vous plaisantez? Non. Malik répondit avec insistance, c'est bien de celle que moi je parle, que j'ai rencontrée hier. Il a insisté. Au fur et à mesure qu'il parlait avec la maman de cette Fanta, entre-temps, la cour, les habitants de la cour se sont approchés d'eux pour voir ce qui se passait. Et il y a un vieux sage qui est sorti, qui
qui est rentré dans la maison de la maman de Fanta en disant, mais puisque il insiste qu'il a bien rencontré cette dame, ben, dans ce cas, il va falloir qu'on parte le montrer l'endroit où elle a été enterrée. Il a même insisté en disant à la maman que je lui ai même prêté ma veste parce que lorsqu'on était en soirée, elle avait très froid. Donc j'ai même ma veste avec elle. Et ils sont partis au cimetière. À sa grande surprise, ils lui ont montré la tombe de la Fanta dont il a fait la connaissance hier. Cependant, il découvre sa veste et le portrait de la défunte personne qu'il a rencontrée hier. Il a piqué une crise sur place. Il s'est mis à trembler. Il avait même perdu l'usage de sa voix. Entre-temps, le vieux monsieur, le vieux sage, lui a frotté la tête en l'aspergeant de l'eau bénite afin qu'il puisse retrouver ses esprits. Et quand il est revenu à lui, il n'en revenait pas. Et c'est de là qu'il a compris qu'il avait fait la connaissance d'une revenante. Donc, pour tout conclure, dans ce monde, il faudrait toujours faire attention. On ne sait jamais, on ne prend pas n'importe qui pendant son trajet. Il y a certaines personnes, quand on ne les connaît pas, il faut toujours faire attention de ne jamais prendre un inconnu comme ça en cours de route si vous êtes véhiculé ou si vous êtes en moto. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je souhaite que votre émission, je prie qu'elle ait toujours du succès. Et j'envoie un message à tout le monde de liker et de mettre des pouces et prendre un abonnement. Voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère qu'on se reverra à une autre occasion. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.